Bienvenue à cette édition spéciale d'interview avec M. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Pierrot. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans votre bureau. Merci, tout le plaisir est pour moi. Je ne suis pas seul pour mener cette interview, je suis accompagné de ma collègue et consoeur Kelly Nkouté. Kelly, bonjour. Bonjour Pierrot Laméji, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Kelly. Nous allons passer un moment ensemble autour du processus électoral. Et Monsieur le Président, la première question, où en sommes-nous aujourd'hui avec le processus électoral? Bon, d'abord, merci pour l'occasion de m'adresser à vos auditeurs. Le processus est à sa phase de réception et de traitement des candidatures concernant la députation nationale. Et il y a 2 jours, nous avons fini de réceptionner les candidatures, mais pour le moment, nous sommes dans la phase de l'ajout, de retrait et de la substitution des dossiers des candidats, le cas échéant. Donc, mais sinon, nous sommes en train d'avancer vers la publication de la liste des candidats qui sera précédée d'abord par l'examen de ces dossiers par la Cour constitutionnelle et finalement, il y aura une liste définitive. Donc, pour le moment, la balle est vraiment dans le camp des candidats. La CENI ne fait qu'offrir ce service. Vous avez parlé de la publication de la liste, elle intervient quand? Celle-là va intervenir le 10 septembre. Là, c'est la liste définitive. Mais déjà le 9 août, nous aurons la liste provisoire qui sera publiée avant que la Cour constitutionnelle s'en saisisse. Donc, c'est pour très bientôt. Ouais. Alors, lors de la convocation de l'électorat pour la députation nationale, il n'y avait pas eu beaucoup d'engouement. La CENI est obligée de prolonger d'une semaine. Est-ce que ça a changé la donne? La donne a beaucoup changé. En fait, il n'y avait pas engouement simplement parce que c'est un peu comme l'enrôlement. L'enrôlement des électeurs. Nous avions cessé de dire aux gens de venir avant, de ne pas attendre la dernière minute. Mais malgré ça, les gens sont venus en dernier lieu, au lieu de venir un peu plus tôt. C'est la même chose avec les candidats, les partis, leurs mandataires. Ils ont pris beaucoup de temps à venir, mais aujourd'hui, les chiffres sont très élevés. Nous avons dépassé les chiffres de 2018. En 2018, il y avait 15 000 candidats. Aujourd'hui, nous sommes à 20 000 candidats. Donc, il y a eu un grand engouement à la fin. Donc, ça sera à la fin l'une des élections les plus compétitives parce que ça signifie qu'en moyenne, nous avons 40 candidats par circonscription. C'est inédit. C'est inédit. Donc, la participation est massive. Bien entendu, la particularité de cette année, ou bien de ce cycle ici, c'est qu'il y a un seuil de recevabilité. Déposer sa candidature n'est pas suffisante, ce n'est pas assez, parce qu'au-delà de ça, il faut atteindre le seuil de 60%. Cela signifie qu'il faut avoir tout au moins 300 candidats, disons 300, il faut avoir postulé dans au moins 300 sièges sur les 500 que compte l'Assemblée nationale. Donc, ça signifie que parmi les 20 000 dont j'ai parlé ici, il y en a qui pourraient ne pas être retenus si ce seuil-là n'est pas atteint. Pas respecter la loi. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de cette période des ajouts, substitutions, retraits. Pourriez-vous nous expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un regroupement peut apporter de nouveaux candidats ou c'est quoi exactement ajout et retrait et substitution? Ça signifie simplement ceci. Un parti peut avoir soumis un nom et puis la personne n'est pas intéressée ou la personne n'est plus disponible ou peut-être la personne n'a pas pu démissionner, alors ils disent non, on le remplace par quelqu'un d'autre. Ou bien ils avaient soumis, sur 10 sièges, ils ont soumis 8, et puis ils viennent ajouter. Ils peuvent substituer, ils disent, bon, en fait, on leur donne cette possibilité, mais ça ne concerne que ceux des partis qui avaient déjà déposé des dossiers. Ceux qui viennent pour la première fois, ils n'ont pas droit au chapitre. Oui. Alors, on a vu pendant cette opération que certains regroupements politiques ou certains candidats avaient des difficultés pour produire la preuve de paiement. Les uns accusent la CENI, les autres accusent les banques. Mais c'est comment exactement on procède pour arriver à payer la caution? Est-ce que ce sont les banques qui sont indiquées par la CENI ou l'opération de preuve de paiement se fait comment exactement? Ce qui se fait, c'est que la DGRAD, parce que c'est elle qui reçoit l'argent, elle émet une note de perception.
Et cette note est amenée par le parti ou son mandataire, il l'amène à la banque et effectue le paiement. Après 2-3 jours, il y aura finalement la preuve au niveau de la DGRAD. Mais nous n'allons pas attendre 2-3 jours. Pour nous, nous nous contentons du document émis par la banque. Pour nous, c'est suffisant. Donc, ce n'est pas aussi compliqué que ça, pourvu qu'on s'y prenne à temps. Alors, lors de la convocation de l'électorat pour la députation nationale, il y a des territoires qui n'ont pas été concernés par cette opération. C'est notamment Rutshuru, Massissi et Kwamut. Oui. Qu'en est-il pour les candidats de ces territoires? Oui. Bon, pour les candidats, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à déployer des équipes pour les enrôler. D'ailleurs, l'enrôlement que nous comptions même commencer à Kwamut allait se faire sur une période de 2 semaines parce que nous avons une plus grande maîtrise de l'outil et nous allions déployer une plus grande équipe et en 2 semaines, on aurait fini. Mais comme il y a un problème de sécurité, nous attendons que les autorités, la police, l'armée, les ministères concernés, qui nous donnent des assurances qu'on peut y aller. Donc nous sommes prêts, nous attendons seulement qu'il nous soit dit que nous pouvons déployer les gens et que les requérants à l'enrôlement et nous-mêmes, nous serons en sécurité. C'est pour les 3 territoires? C'est pour les 3 territoires. Nous sommes à 5 mois des élections. Oui. Même si la situation ne s'améliorait pas, dans ce cas, vous ferez quoi, vous, la CENI? Écoutez, 5 mois, c'est beaucoup. En 5 mois, si les choses... La situation peut s'améliorer, tout comme elle peut se détériorer. Si elle se détériorer, nous allons nous en tenir aux parties prenantes. C'est la classe politique qui va nous dire... enfin, nous allons la consulter avec des propositions. Et voilà. Mais l'idéal pour nous, c'est de déployer les équipes pour enrôler et aussi prendre les candidatures de ceux qui veulent se présenter. Donc, il faut noter seulement que sur le plan technique, c'est quelque chose que nous allons faire très rapidement et très bien. Mais le problème se situe au niveau sécuritaire. Alors, puisque vous avez parlé des parties prenantes, je pense qu'on peut aborder déjà la question sur cette méfiance qui existe entre la CENI et certains partis de l'opposition. On accuse la CENI de préparer une fraude massive. L'opposition avait ses revendications, notamment l'audit du fichier électoral par une organisation internationale. Ce qui n'a pas été fait. La réponse de la CENI était négative. Pourquoi, Monsieur Kadima? Bon, d'abord, par rapport aux accusations contre la CENI, vous devez comprendre que pour bien accuser quelqu'un, il faut porter sur la place publique ce que vous lui reprochez. Exactement. Sinon, on glisse dans l'arbitraire. Parce que vous pouvez ne pas me faire confiance, mais pour m'accuser, il faut apporter des preuves que je suis en train de me comporter comme il ne faut pas. Voilà. Donc, mais quand je fais un peu un pas en arrière, je vois un peu le cycle passé, je me rends compte qu'il n'y a eu jamais une relation d'amour complet entre certains acteurs politiques et la CENI. Donc, au départ, la CENI est soupçonnée de faire quelque chose de mauvais. Moi, je pense que la CENI actuelle, je ne peux pas parler de CENI des équipes qui nous ont précédés. Nous avons tout fait pour rassurer les parties prenantes. Mais, vous savez, les partis ont leur stratégie. Et moi, j'ai l'impression qu'en RDC, l'une des stratégies clés de certains acteurs politiques, c'est discréditer la CENI. Ça fait partie intégrante de leur stratégie. Parce que s'ils ne discréditent pas la CENI, ils n'auront pas d'excuses pour ne pas participer, ils n'auront pas d'excuses pour... peut-être qu'ils ont d'autres problèmes, peut-être qu'ils ont des problèmes financiers, je n'en sais rien. Mais quand on accuse la CENI, sans apporter la preuve, quand vous dites fraude massive, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y aura une fraude massive. Pour qu'il y ait fraude massive, il faut voir les signes de la fraude. Et les signes, ce n'est pas seulement en ce moment où on est dans les BRTC, ça doit être depuis le début.
Nous avons tout fait pour rassurer les parties prenantes, mais il y en a qui ont choisi de nous discréditer. Donc, c'est une stratégie contre laquelle je ne peux rien. Alors, mais cette demande d'auditer à nouveau le fichier électoral, ça pourrait rassurer tout le monde. J'en arrive. Non, il y a lieu de comprendre une chose. La CENI a publié son calendrier le 26 novembre 2022. Dans ce calendrier, nous-mêmes, sans qu'il y ait une quelconque pression sur nous, nous avons inclus le besoin d'auditer notre fichier électoral. Et puis, à partir du début de l'année, c'est-à-dire nous avons sorti le 26 novembre, dès janvier, février, nous écrivions déjà à la francophonie. Nous avions déjà pris contact avec la francophonie pour qu'elle vienne justement conduire cet audit. Et la francophonie n'a pu venir qu'au mois de mai, parce qu'ils étaient aussi occupés ailleurs. Et quand ils sont venus, certains des compatriotes n'ont pas voulu d'eux. Mais on était déjà au mois de mai, et nous avions un délai, et nos délais sont stricts. C'était du 15 au 20, 6 jours. C'est ça. Et ils n'ont pas pu faire ce travail. Officiellement, ils ont dit que c'est parce que 6 jours n'étaient pas assez. Mais à nous, lors du debriefing, c'est-à-dire quand ils sont venus nous rendre compte avant de partir, ils ont dit qu'ils ne pourront pas faire ce travail-là simplement parce que les Congolais ne voulaient pas d'eux. Ils nous ont dit la vérité, qu'ils ont peut-être choisi de ne pas dire sur la place publique, mais à nous, ils ont dit ça. Et là, nous sommes déjà au mois de mai. Il fallait aller très, très vite, sinon notre calendrier allait être affecté. C'est-à-dire, il y a quelque chose que les gens oublient. Ceux qui réclament aujourd'hui le fichier, l'audit du fichier, ils refusent de reconnaître que la CENI avait déjà pris toutes les précautions pour qu'un organisme international qui a déjà fait ses preuves dans ce pays vienne. Le malheur, c'est qu'ils n'ont pas pu faire ce travail-là. Mais cette faute-là n'incombe pas la CENI. Et la CENI devait parer au plus pressé. Nous avons lancé un appel à candidature et nous avons recruté des gens compétents qui ont fait un rapport de 138 pages, lequel rapport n'a jamais été critiqué. Son contenu n'a jamais été critiqué. Donc, des gens qui n'ont pas pu critiquer le contenu sur le plan de sa valeur, de sa pertinence, réclament notre audit. Si on nous avait dit que voilà les défaillances du rapport, envisageons autre chose, ça aurait fait du sens. Mais quand on vous dit, non, ce rapport-là a été rédigé par vos amis, et voilà, nous n'en voulons pas, du coup, ça pose un problème pour que nous puissions trouver que c'est un argument sérieux. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que ces climats qu'on peut appeler des méfiances peuvent avoir un impact sur le processus à la fin? On connaît chaque fois quand il y a ce genre de méfiance, l'impact que ça peut avoir même sur l'acceptation des résultats et même sur la cohabitation en termes de violence après la publication des résultats. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir un impact sur la suite du processus? Vous savez, dans un processus électoral, les acteurs choisissent la stratégie à suivre. Si un acteur ou un groupe d'acteurs choisissent de s'opposer à tout ce qui est fait, tout ce que nous, en tant que commission électorale, nous pouvons faire, c'est de continuer à bien faire notre travail. Moi, je ne vais pas trop me soucier de la subjectivité d'un candidat. Si le candidat nous fait un procès d'intention, ça fait partie de sa stratégie. Moi, je ne veux pas aller me perdre dans sa stratégie. Moi, je continue à faire mon travail. Pour vous montrer la bonne foi de l'équipe que je dirige, quand le candidat, bon, même pas candidat, disons le leader politique Martin Fayulu avait décidé à un certain moment de quitter le processus, cela ne m'a pas arrêté dans mon élan de chercher à rencontrer l'opposition. Il avait déjà arrêté, mais j'ai dit, est-ce qu'on peut se voir? Ils sont venus à 4. Moi, je disais, voilà une occasion de regarder vers le futur ensemble pour qu'on ait un processus beaucoup plus inclusif. Mais déjà, dans ma communication, je leur disais,
nous devons réfléchir à des solutions raisonnables, réalistes. Mais ils arrivent. Qu'est-ce qui pose comme problème? La recomposition de la Cour constitutionnelle. Je n'en ai pas compétence. La recomposition de la CENI. Ce n'est pas dans mon pouvoir. La réforme de la loi électorale. Ça ne relève pas de moi. Et même l'audit du fichier électoral. Vous savez, l'audit du fichier électoral, au moment où la loi sur la répartition des sièges est fondée sur ce fichier-là, vous me demandez de rentrer et de faire un autre audit. Du coup, vous me demandez, en fait, tout ce qu'ils ont posé comme problème, c'est des choses qui ne relèvent vraiment pas de nous en tant que CENI, parce que la loi était déjà là, et nous étions la veille de l'ouverture des BRTC, lesquels BRTC, c'est-à-dire les candidatures, sont basées sur cette répartition des sièges. Vous savez, c'est-à-dire, nous pensions que nous allions avancer ensemble, mais on s'est rendu compte qu'on avait affaire on faisait des propositions dont la finalité n'était que de nous faire reculer. Soit c'est un domaine qui ne relève pas de nous, soit alors c'est un recul qu'on nous demande. Ça ne pouvait pas se faire. Mais est-ce que ce n'était pas pour crédibiliser le processus électoral? Vous crédibilisez le processus, vous écoutez. Il faudrait que les journalistes aussi suivent les choses dans leur chronologie. J'ai passé des mois, nous avons passé plus d'une année où les opposants, certains opposants, rejettent la CENI. Ils ne voulaient pas nous rencontrer. Même pour observer l'enrôlement des électeurs, ils n'ont pas voulu demander l'accréditation. Mais ils publiaient les rapports. Donc, ils ont passé plus d'une année à refuser de nous rencontrer. Si vous ne nous rencontrez pas, comment nous allons nous-mêmes rencontrer vos aspirations? Il ne faut pas toujours penser que parce que quelqu'un parle plus fort, il a raison. Nous nous sommes donné une discipline. Nous ne confrontons pas les acteurs politiques. Vous voulez qu'on crédibilise le processus? Venez à la table, posez vos problèmes. Mais quand les problèmes ne sont pas posés, et à la fin, quand ils choisissent quand même d'accepter mon invitation, ils viennent et ils posent des conditions, ils posent des problèmes qui ne relèvent pas de nous. Mais je vais vous dire une chose, parce que vous parlez de crédibiliser le processus. Certes, Martin Fayulu et son parti ne font pas partie de ce processus. Mais les trois autres avec qui ils sont venus font partie du processus. Ils nous contactent en informel, nous leur parlons en informel, et ils ont soumis leur candidature. Ça signifie quoi? Ça signifie peut-être qu'ils ne parlent pas à haute voix pour dire non à la CENI, mais ils sont avec nous. Et moi, je pense que ça, c'est important. Il ne faut pas seulement penser que quand on attaque la CENI, c'est ça la vérité. On peut attaquer la CENI parce que c'est la cible la plus facile à attaquer, mais en réalité, si vous faites très attention, vous allez voir que cette CENI fait du bon travail, et jusque-là, ceux qui nous attaquent n'ont pas encore produit une preuve pour démontrer que nous posons des actes illégaux ou que nous sommes partiaux. Ça n'a jamais été démontré. Il n'y a que des procès d'intention. Alors, selon Pierrot, selon certains experts, l'organisation des élections sans l'implication de toutes les parties prenantes risquerait de conduire à des contestations. Qu'est-ce que vous entendez par toutes les parties prenantes? Toute l'opposition, c'est vrai. Vous voulez parler des 916 partis politiques? Ils ne font pas partie du processus? Mais je vous dépose la question parce que vous dites qu'il faut toutes les parties prenantes. Moi, je pose la question. Nous avons 916 partis politiques. Ce n'est pas 919 parce que ça augmente chaque jour. Alors, vous allez dire que toutes les parties prenantes sont dedans. Si nous avons tout ce monde-là? Vous faites allusion à qui lorsque vous parlez des parties prenantes, vous de la CENI? Quand nous parlons de parties prenantes, il y en a beaucoup. Il y a les partis politiques, il y a la société civile, il y a toutes les parties qui sont intéressées par ce processus. Justement, je parle de ces parties prenantes, M. Kadima. Vous parlez des 100% ou vous parlez d'un pourcentage raisonnable?
des parties prenantes que vous avez souvent rencontrées lors de vos réunions? Non, vous avez peut-être en tête un nom pour vous, pour que ça soit Non, inclusif. je n'ai pas de nom. Si vous n'avez Il n'y pas a de pas nom, de nom, si je vous parle n'avez pas des de nom, moi, parties je vous dis prenantes de ceci. façon générale. Si vous n'avez pas de nom, moi, je vous dis ceci. Nous avons 40 candidats par circonscription pour la députation nationale. 40 candidats en ce moment. Et ce chiffre peut encore augmenter parce que nous continuons à examiner les dossiers parce qu'on fait les rajoutes, on fait tout ça. Donc, quand vous avez 40, nous n'avons jamais atteint ce chiffre-là dans ce pays. Avoir 40 candidats en moyenne par circonscription. Alors, pour moi, c'est un processus inclusif. Vous parlez de l'opposition, moi je vais vous dire ceci. Il y a 2 leaders ou groupes qui y ont contesté, qui ne participent pas. C'est le FCC et les CID, c'est un parti, je pense, et CID. C'est tout. Mais entre-temps, les autres opposants, ensemble, en vol, LGB, LGD, oui. LGD, comment Mosito, c'est... Nouvel Élan. Nouvel Élan. Ils participent. Il y a d'autres opposants aussi qui participent. Il y a la majorité qui participe. Si pour vous, la participation signifie un individu, alors là, nous ne parlons pas le même langage. Alors, Monsieur le Président, je crois peut-être qu'on pourra évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que la question de toutes les discussions politiques peut arriver à repousser l'organisation des élections au mois de décembre? La question politique, par exemple, que ce soit les parties prenantes qui discutent, qui rejettent la CENI, qui ne sont pas d'accord, est-ce que cela peut avoir un impact en définitive pour dire non, voilà, on ne peut pas le faire au mois de décembre? Écoutez, moi, je suis l'organisateur des élections. Je ne peux vous parler que des questions techniques. Sur le plan technique, en dépit de tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté, sur le plan logistique et tout cela, nous sommes prêts et quand nous disons que nous sommes prêts, la meilleure façon de vérifier cela, c'est de regarder, de lire notre calendrier. Et vous allez voir que nous sommes vraiment sur la voie de la tenue des élections à la date prévue. Toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions sont réunies. Et même celles qui ne sont pas réunies, vous devez comprendre que les conditions sont réunies au fil des jours. Voilà. Donc, sur le plan technique, nous sommes vraiment en bonne position pour tenir les élections à la date prévue. Sur le plan politique, personnellement, je ne vois pas de problème pour qu'on n'ait pas des élections parce que je viens de vous dire que nous avons 20 000 candidats. 20 000. La dernière fois, en 2018, il y en avait 15 000. Nous avons 5 000 de plus. Donc, personnellement, sur le plan politique et technique, je ne vois rien qui puisse nous arrêter. Et puis, parce que n'oubliez pas une chose, boycotter une élection, c'est aussi une façon de s'exprimer, c'est un choix. Si, par exemple, le FCC, quand ils ont boycotté, ce n'était pas parce qu'il y avait, au début, il n'y avait pas cette histoire du fichier électoral. Ils avaient déjà refusé de venir, à part, avec comme argument la composition de la Cour constitutionnelle et de la CENI. Évidemment, ils ajoutent des choses au fil des jours. Donc, pour nous, je dois dire que les candidats peuvent choisir de venir. Si nous devons les rassurer, nous le faisons. Parce que nous les rassurons à tout moment. Et je défie encore les candidats, au-delà des rumeurs, au-delà des spéculations, de nous montrer ce que nous n'avons pas fait ou ce que nous avons fait de mal. Vous allez vous rendre compte que nous avons été simplement incapables de répondre aux attentes un peu excessives de certains et surtout les attentes qui ne relèvent pas de notre compétence. Alors, vous aviez, lors je crois que c'était à la convocation de l'électorat pour la députation nationale, évoqué plutôt la question de contraintes sécuritaires et financières. Est-ce que les choses ont-elles pu évoluer? Les choses ont évolué. Nous avons reçu 2 transferts durant ce mois de juillet. Et évidemment, si on continue à cette allure, il ne devrait plus avoir de problème. Les chiffres peuvent être discutés, mais je vous dis d'une façon générale, on a reçu quelque chose. Mais la CENI a besoin de combien d'argent exactement, Monsieur le Président, pour l'organisation des élections? Bon, je ne sais pas que vous allez poser cette question, donc je n'ai pas ça en tête. Mais une estimation? Non, je ne vais pas estimer, sinon ça va créer encore de polémiques. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement a fait sa part
depuis la semaine passée, nous avons reçu, je crois, 200 millions. Ça nous permet de faire des grandes acquisitions. Et déjà, nous, en ce moment, c'est aussi pour répondre à votre question, sur le plan technique, nous avançons déjà avec la préparation du scrutin. Pendant que les gens se focalisent sur les BRTC, nous sommes en pleine préparation des scrutins. Il n'y a plus d'arriérés? Il n'y a plus d'arriérés. Je vous ai dit que je n'ai pas les chiffres sur moi, mais les arriérés, il y en a, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Parce qu'avec ce transfert qui a été effectué, nous pouvons faire beaucoup. Alors, parce que vous avez dit, vous vous attelez déjà à préparer les scrutins. On sait qu'on en aura l'autre fois, on en avait 3 présidentielles, législatives nationales et provinciales. Et maintenant, on ajoute on peut dire l'innovation, parce qu'on va vivre pour la première fois les municipales. Est-ce que sur les plans du coût et sur les plans opérationnels, la CENI est-elle prête pour affronter ces défis dans une seule journée? Oui. En fait, on est prêt. Pourquoi? Parce qu'avec ce qu'on appelait avant la machine à voter, maintenant on l'appelle le dispositif électronique de vote. Ça, c'est la terminologie consacrée dans la loi. Ce n'est pas encore contesté, je pense. Quoi ça? On n'a pas encore contesté ça. Non, en tout cas, personne n'est encore contesté jusqu'à ce moment. Tout le monde est d'accord avec cet instrument-là. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Nous n'avons pas imprimé les billets, les bulletins. Si on devait imprimer les bulletins, ça aurait été vraiment une très, très grosse dépense et un problème logistique additionnel. Ici, c'est à l'écran. Donc, on ajoute un scrutin. En fait, le logiciel a été modifié pour ajouter justement un 4e scrutin. Voilà. Et d'ailleurs, dans la confiance, il y a cette question des témoins, cette question des résultats. Et les gens, souvent, ils se demandent, l'Église catholique a demandé aux électeurs de rester jusqu'à la fin et de voir comment on affiche. Comment, sur le plan technique, ça va se faire cette fois-ci? On a des résultats qui seront transmis à Kinshasa qui va donner les résultats. Est-ce que les résultats vont être affichés pour que cela quand même donne confiance aux uns et aux autres, plutôt que les gens soient surpris que non, voilà, c'est pas ce qui a été affiché, qui a été publié par Kinshasa? Je pense que tout ce qu'il y a eu comme, peut-être pas tout, mais en tout cas la plupart des problèmes qui avaient été relevés lors du cycle passé ont maintenant été résolus parce que la loi est beaucoup plus explicite. Aujourd'hui, la loi est claire. Nous devons publier, d'abord, nous devons donner les résultats aux représentants des partis politiques qui sont là. Nous devons publier les résultats par bureau de vote. Et tout ce qu'il y avait comme problème avant, c'est clairement défini dans la loi. Alors, ce que nous allons faire, parce que nous allons utiliser le DEV, donc ce qu'on appelait machine à voter. Et là, il n'y a pas de problème parce qu'il y a 2 composantes. Il y a la composante électronique et puis il y a la composante manuelle. Donc, la machine va nous donner les résultats qui seront confrontés aux résultats du comptage manuel. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème parce que nous allons faire les choses telles que prescrites par la loi. Parlons de la logistique, M. Denis Kadima. Le déploiement du matériel va se faire comment lorsqu'on connaît toutes les difficultés que la RDC rencontre, que ce soit par rapport aux infrastructures routières? Comment vous êtes organisé pour le déploiement? Ça va se faire exactement comme ça s'est fait lors de l'enrôlement des électeurs. C'est-à-dire, on a un plan opérationnel et on s'y prend en temps. C'est tout ce qu'il y a. Parce que n'oubliez pas que nous sommes à notre 4e cycle électoral. Il y a une grosse expérience au sein de la CENI, mais il y a le facteur temps. Donc, nous devons nous y prendre très, très tôt pour pouvoir faire face à tout ce qu'il y a comme difficulté, étant donné l'état de nos infrastructures. Et cela aussi s'ajoute aux difficultés qu'on a connues avec la période d'enrôlement, où certains électeurs, y compris nous, la population, ont posé des questions sur les opérateurs des saisies. Est-ce que cette fois, le niveau de formation, avec l'adaptation des opérateurs, avec la nouvelle technologie, si on peut utiliser un peu les termes, est-ce que la CENI prend-il avant? Parce que ça, on n'a qu'une seule journée d'opération. Et si l'outil n'est pas bien maîtrisé par celui qui
qui va les manipuler, ça, on ne va pas revenir demain pour pouvoir le faire. Donc, vous avez parfaitement raison. Nous allons tirer des leçons de l'expérience avec l'enrôlement des électeurs et nous allons faire en sorte que les personnes recrutées soient vraiment à la hauteur et que la formation soit aussi bonne. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles notre attention est focalisée. Je reviens sur les déploiements de matériel. Vous dites que ça va se faire comme lors de l'enrôlement des électeurs. Il y a eu beaucoup de problèmes lors du déploiement des machines pour l'enrôlement des électeurs. On a les machines arrivées parfois déjà foutues à cause de l'état des routes. Il fallait les remplacer. On a vu des gens, il y a eu des problèmes où on a vu des gens avec des machines dans leur véhicule, qu'on ne sait pas comment ils se sont procurés ces machines-là. Je me rappelle, vous aviez même dit que toutes ces personnes-là seraient traduites en justice. La suite, on ne la connaît pas. Alors, est-ce que vous ne pensez pas améliorer un peu le déploiement pour éviter de revivre les problèmes qu'on a vécus lors du déploiement de matériel pour l'enrôlement des électeurs? On met d'abord de côté la logistique et j'adresse ce problème-là d'abord parce que c'est une affirmation assez sérieuse. Il est arrivé à 2 reprises qu'il y ait des accidents. Un accident à Chikapa, un accident à, je crois qu'à Soumbalaise. C'est un accident de circulation. Et les gens disent, ah, c'est le matériel de la CENI dans des mains des gens sans autorisation, alors que c'était notre personnel qui avait le matériel. Le cas de Kasumbalé, c'était un accident c'était un accident de circulation. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et ce qui est quand même assez étonnant, c'est ce manque d'esprit, d'objectivité dans le chef de beaucoup de gens à qui on dit que les machines, par exemple, ça vous n'avez pas dit, mais sont dans les maisons des gens. Mais personne n'a jamais pu mettre la main sur ça. C'est resté au niveau des spéculations et c'est resté comme une vérité. Et ça, c'est ce que nous déplorons. C'est pour ça que dans notre pays, parfois nous devons comprendre que nous ne devons pas tirer sur quelqu'un qui essaie de faire quelque chose convenablement. Il ne faut pas seulement récupérer ce que quelqu'un a dit et amplifier cela. Il faut aussi se donner le temps de vérifier au niveau de la CENI. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, parce que comme il y a beaucoup de questions, je dois vous dire que nous n'avons jamais perdu des machines qui se sont retrouvées dans les maisons des gens. Les machines qui ont été volées, il y a eu des cas, c'est nous-mêmes qui avons découvert ça. Ça a commencé dès le début à l'Équateur, je ne sais plus exactement le nom du lieu, où des agents ont volé des machines. Mais quand ils se sont rendus compte que quand vous avez la machine d'enrôlement chez vous, vous ne pouvez rien faire, ils étaient obligés de finalement venir déposer la machine dans un bureau public et nous les avons récupérés. Parce que nous avons mis en place un système qui ne permet à personne d'utiliser les machines en dehors de notre circuit. Et puis, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire publiquement parce que nous savions que si vous donnez trop d'éléments, vous donnez aussi des informations aux fraudeurs. Donc, nous ne pouvons pas dire. Alors qu'il y a tout un tas de choses, les empreintes, les autorisations, il y a plein de choses qu'on devait faire. Pour revenir à la logistique, je pense avoir répondu à cette question. La logistique a toujours été un défi dans ce pays, mais la CENI peut être comptée parmi les rares organisations qui ont une très grande capacité en termes de déploiement logistique. Nous avons des plans que nous mettons à jour. Nous avons réduit aussi une partie de nos difficultés. Dans le passé, nous devions transporter une massive quantité de carburant, sans compter les groupes électrogènes. Aujourd'hui, nous utilisons l'énergie solaire. Ça a beaucoup facilité notre tâche. Et donc, il y a quand même des améliorations, il y a des innovations qui font que les choses pourraient être un peu plus simplifiées. Toutefois, les difficultés sont là. Pourvu que nous commençons à temps, il ne devait pas y avoir des problèmes majeurs. Et nous sommes conscients que le vote, c'est pendant un jour. Oui. Nous en sommes très conscients et nous travaillons en fonction de ça. Alors, il y en a certains qui posent la question par rapport aux cartes d'électeurs. Ceux qui ont perdu leur carte, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui, nous avons lancé un communiqué hier. Ils doivent se rendre au niveau des antennes. Et évidemment, ceux qui ont perdu la carte doivent obtenir un document de l'OPJ, une déclaration de perte de pièces, et puis venir donner leur identité. On va leur donner une nouvelle carte. Ceux dont les écrits s'effacent doivent aussi se rendre au niveau des antennes avec la carte, parce qu'il y a un numéro pré-imprimé qui va nous permettre
d'y retrouver leur identité et puis de leur émettre une nouvelle carte. Et tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Oui. Est-ce que cette opération a une durée où ça va être éternellement jusqu'à... En tout cas, au fur et à mesure que les gens vont perdre les cartes, ou ils vont perdre les mentions, ils vont venir, ou il y a une période... Au niveau de la CENI, on se dit tout au moins jusqu'aux élections. On va le faire. Parce qu'après les élections, nous pensons que le mécanisme que l'ONIP met en place pourrait prendre la relève, parce qu'on n'aura plus besoin de cartes d'électeurs. Donc, nous le ferons jusqu'à ce qu'il y ait des élections pour que les gens puissent participer. Parce qu'en fait, au départ, c'est vraiment des cartes d'électeurs, quand bien même elles font aussi office des cartes d'identité. Alors, sur la question opérationnelle, vous avez dit on va remettre les résultats aux partis politiques. On a 40 candidats sur une circonscription. Est-ce que c'est chaque témoin de ces 40 personnes qui va avoir la copie des résultats? Est-ce qu'on a la possibilité de remettre à chaque personne qui sera dans le il y a un maximum, je pense, parce que c'est du carbone, donc on peut arriver à 6, 7 témoins des partis politiques. Mais ceux-là qui n'ont pas cela peuvent aller au niveau du chef d'antenne, il peut leur livrer les résultats certifiés. Et ça, c'est la loi. Monsieur le Président, estimez-vous qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé communiquer à la population à travers cette interview spéciale que nous n'avons pas abordée, que vous pouvez... Bon, ce que je peux dire aux auditeurs de Radio Okapi, c'est que la CENI s'est mise au travail et nous faisons ce travail avec intégrité. Nous sommes des compatriotes. Nous sommes venus à la CENI pour laisser aussi nos traces, mais des bonnes traces. Et nous travaillons en fonction de ça. L'une des façons de nous juger, c'est de voir comment nous respectons le calendrier que nous avons publié pour que vous puissiez suivre avec nous le déroulement du processus. Et vous verrez que ce calendrier est respecté et le travail est bien fait. Et j'ajoute, il est fait avec intégrité parce que nous allons faire la volonté de l'électorat. Ça ne sera pas la volonté de Denis Kadima. Donc, le 20 décembre 2023, nous aurons les élections présidentielles, législatives nationales, législatives provinciales et les élections communales. Et malgré tout ce qui peut se raconter, sachez que nous travaillons en fonction de ça. Et comme nous l'avons toujours dit, le glissement ne fait pas partie de notre vocabulaire et nous encourageons toutes les parties prenantes à participer à ce processus parce que, comme nous n'avons cessé de le dire, la CENI ne va pas s'ériger en grand électeur. Nous ne sommes que des organisateurs. Ceux qui vont gagner seront proclamés vainqueurs. Et ceux qui n'auront pas vaincu, qui n'auront pas gagné, devront attendre 2028 dans l'espoir de mieux faire. Merci. Il n'y aura pas de nomination. Tout à fait. Merci à l'équipe technique, Hippolyte Kapanga à la mise en onde. Nous avons aussi reçu le concours de Christian Kazembe DC 24+. Kelly, merci beaucoup. Pas seulement les auditeurs, mais aussi les internautes Merci. qui nous suivent sur la page Facebook de Radio Okapi. Merci beaucoup à M. Denis Kadima. Merci à toute l'équipe de la CENI. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Au revoir. Au revoir.